arrivent et ceux qui repartent. Ouais, j'espère bientôt qu'il y en aura un. Non, mais regarde. Quand on a besoin d'arrondir, on sachant que les enveloppes sont limitées. Dans la fonction publique, vous en demandez 4, vous en demandez 2, voire 1. Il n'y a pas d'abus. Bien. Pas d'autres questions, des oppositions, des abstentions. Opposition, Frédéric? Non, une abstention, parce qu'il y a des tenants et aboutissants que je ne maîtrise pas, donc je m'abstiens. Délibération numéro 12. Sur le recrutement d'adjoints contractuels sur des emplois non permanents pour faire face aux besoins liés à la croissance temporaire de l'activité pour l'année 2025. Bon, on vote cette délibération. Anticiper les années à la fin. Voilà, c'est ça. Une question? Pas de question? Merci. Donc la délibération concernant la création de l'espace sans tabac. La Ligue contre le cancer a lancé un label espace sans tabac qui permet aux communes de s'inscrire dans une dénormalisation du tabac, notamment en direction du jeune public, et de limiter l'exposition du tabagisme passif et de préserver l'environnement des déchets et risques liés au tabac. Du coup, la ville a proposé 4 zones labellisées, espace sans tabac, les écoles du GIM, la maison de l'enfance, le centre socio-culturel et l'espace jeunesse. Ces zones seront identifiées par un panneau d'affichage explicatif et un arrêté municipal sera établi confirmant l'interdiction de fumer aux abords des zones qu'on a prédéterminées. Voilà, donc vous êtes invités à délibérer sur ce point. Des questions? Non, oui, c'est heureusement que les enfants du GIL ont plus de chance que les enfants gazaouis, mais tant mieux. Je voulais venir sur la notion des abords. Qu'est-ce qu'on considère abord? C'est 10-15 mètres, c'est l'accès à toutes les écoles. Non, c'est juste... En fait, c'est la zone délimitée là où souvent les enfants rentrent par le portail. Voilà, les parents attendent et donc ça sera matérialisé avec des panneaux. Et si il n'y a pas une vraie prise de conscience de certains et qui continuent après à fumer devant le portail, qu'est-ce qui est envisagé? La question qui avait été posée en commission, c'est si on verbalise, l'objectif étant déjà, premièrement, une démarche pédagogique et de prévention. Voilà, pour que les parents prennent l'habitude de ne pas fumer. Dans le délai, c'est tout. Non, mais c'est très bien. Et qui c'est qui intervient dans ce cas-là? En fait, il y a déjà une démarche aussi pédagogique qui est faite au niveau des enseignants, parce que c'était aussi une approche qui a été faite en concertation avec les directeurs d'école. Donc, c'est une demande qui avait été faite en conseil d'école. Et ensuite, voilà, et on va espérer que le civisme de chacun se mette en place naturellement, et puis on gérera les situations quand elles viendront. Mais au même titre que quand on doit gérer des situations sur des parkings parce qu'on n'a pas respecté les places ou autre. Très bien. Dernière question. Oui, bonjour. C'était pour m'assurer qu'au sein de ces établissements, il y ait un espace qui puisse être prévu éventuellement, ou alors un espace qui puisse être prévu justement pour les pauses des employés. Ils auront un peu plus loin. Ils auront un petit peu plus loin, d'accord. Ils sortiront de la zone. Sortiront de la zone. Oui, voilà, après. Déjà, de toute façon, on n'a pas le droit de fumer à l'enceinte dans l'enceinte des cours d'école. Je sais bien. Oui. Donc, oui. Et juste une petite question comme ça qu'il y a. Et les vaporettes sont considérées comme quoi? Le vapotage est concerné au ministère. Aussi. Ouais, d'accord.
fumer en général. Oui, oui, non, mais il aurait pu y avoir une... Tout, quoi. Ouais, Sous ces précisions, les oppositions, les abstentions, merci. Madame ça toujours. Donc la délibération 14 après aux révisions des tarifs sur la commune du service enfance éducation compté du 1er septembre 2025. Vous avez eu donc la présentation des tableaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au 1er septembre, l'application se ferait au 1er septembre pour une année avec une moyenne, on va dire, de 2% d'augmentation. Merci. Comment on passe en mode veille. Des questions, oui, là. Oui, au nom de la minorité municipale, je voulais faire une déclaration à ce sujet concernant le tarif de la cantine scolaire. Bon, vous savez qu'on a eu des débats là-dessus. Donc nous, on pense que la gratuité pour les plus démunis, c'est possible. Actuellement, une tarification sociale progressive basée sur 5 tranches de quotient familial est pratiquée. Grâce à une aide communale significative, 40 000 € par an, le prix facturé du repas varie de 2,75 à 5,05 pour un prix coûtant de 5,50 €. Les élus de la minorité ont signalé qu'une loi d'avril 2019 de prévention et de lutte contre la pauvreté prévoyait une aide d'État aux collectivités pour tout repas scolaire facturé 1 € ou moins. Cette aide d'un montant de 3 € par repas servi, ainsi facturé, appliquée au chiffre de l'année scolaire 2023-2024, permet de revoir la tarification à la baisse. Ainsi, nous proposons la gratuité de la cantine scolaire pour les quotients familiaux inférieurs à 500, en offrant quelques 6 000 repas équilibrés par an aux élèves issus de familles défavorisées. Pour information, un quotient familial de 500 ou moins, c'est par exemple, pour un couple avec 2 enfants, c'est avoir un revenu maximal de 1 500 € par mois, allocation familiale incluse. Pour ce même couple, le seuil de pauvreté est de 2 544 €, soit 1 044 € supérieur au revenu maximum de cette catégorie de foyers. Dans ces conditions, les familles concernées ne vivent pas, mais elles survivent. Est-ce scandaleux d'offrir la gratuité pour ces foyers, comme le pense la majorité municipale? Nous pensons que ce n'est pas le cas. Deuxième proposition, une facturation à 1 € pour les coefficients supérieurs à 500 et inférieurs à 1000, soit environ 10 000 repas par an. Ce progrès social est possible sans amputer le budget communal, mais uniquement en actionnant le dispositif national qui, une fois n'est pas coutume, est progressiste et solidaire. Les chiffres fournis par les services municipaux montrent une grande pauvreté sur notre commune, supérieure à la moyenne nationale, et un besoin urgent d'aider ces familles. Ils montrent également qu'un nombre conséquent d'enfants ne s'inscrivent pas à la cantine scolaire par manque de moyens financiers. En effet, si 411 enfants sont issus de foyers à bas revenus, moins de 1 253 €, seulement une partie fréquente la restauration scolaire. Pour preuve, dans les secteurs géographiques où les revenus sont les plus élevés, exemple de l'école de Gilberti, où le quotient familial 1 représente 3,5% des élèves. Le taux d'inscription à la cantine est supérieur à 84%. Comparativement, là où la pauvreté est plus grande, l'école de Pringolier, où le coefficient 1 représente 18,9% des élèves, le taux d'inscrits est inférieur à 64%, soit 20 points de moins. Est-il besoin d'attendre et d'aller à un sondage, prétexte illusoire à ne rien faire, alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes? Contrairement à ce que pensent les élus de la majorité municipale, être pauvre n'est pas un choix pour profiter des aides sociales. Cette situation est subie, elle est la conséquence de la précarité, du chômage, des bas salaires, de l'immigration, des situations monoparentales, du handicap, de la maladie, et j'en passe et des meilleurs. Vous tournez le dos à un dispositif d'aide sociale, vous refusez l'argent public. Vous bloquez une aide alimentaire aux enfants issus de familles précarisées, fragilisées. Depuis 6 ans qu'existe ce dispositif de lutte contre la pauvreté, c'est 300 000 € que vous avez bloqués alors que des besoins clients sont présents sur notre commune. Vous laissez délibérément des enfants, parce qu'ils ont l'handicap d'être nés dans un milieu social défavorisé, à la porte des cantines, avec les conséquences sur leur alimentation et sur leur intégration, leur éducation. Ces familles n'arrivent pas à faire face aux besoins impérieux
et notamment celui de se nourrir correctement. Certains d'entre vous parlaient du risque d'appel d'air que représentait une telle politique sociale. L'appel d'air serait au contraire un véritable bol d'oxygène pour ces foyers. Vous ne faites preuve d'aucune empathie. Heureusement que notre Assemblée nationale accorde une toute autre considération aux valeurs de solidarité et de partage. En janvier dernier, elle a voté à une très large majorité le repas en restauration universitaire à 1 € pour les étudiants, et ainsi sortir de cette précarité alimentaire. En effet, 36% des étudiants déclarent avoir déjà sauté souvent ou de temps en temps des repas par manque d'argent. Nous demandons de mettre en place une tarification répondant aux attentes et non pas stigmatiser ces personnes avec des sous-entendus comme « ils ne font pas d'efforts, ils ont fait de mauvais choix, ils ne veulent pas vraiment s'en sortir ». Ces préjugés lourds à porter ne font qu'aggraver l'isolement et la souffrance. Des moyens financiers nous sont offerts, il serait inhumain de les rejeter. Comme le législateur l'a prévu, utilisons-les pour faire reculer la pauvreté sur le régime. En votant contre votre délibération qui prône l'immobilisme, nous voterons clairement pour la mise en œuvre du dispositif cantine à 1 € et ainsi rapidement venir en aide aux plus fragiles. Je vous remercie. Merci. Et l'intervention? Oui, quand même. Une intervention, quand même me permettre de répondre à Gérard. On n'est pas toujours d'accord, mais là, il allait un tout petit peu trop loin. Et la seule chose que j'ai à dire, et moi j'alerte quand même mes collègues là-dessus, on n'a jamais fait de politique électoraliste ici, et on n'a jamais acheté de voix dans cette équipe. La mise en place de ce dispositif dès cette année, ça voudrait dire une mise en place à partir de septembre 2025, avec des élections 6 mois plus tard. Il est hors de question d'entendre, et notamment peut-être de ta bouche, et j'en suis quasiment sûr, de Cédric, qu'on a acheté les élections. Donc pour moi, c'est un sujet qu'il faut repousser après les élections de 2026, et c'est à la future équipe de décider de ce qu'elle voudra faire. À aucun moment j'ai fait état d'acheter des élections. Je dis pas ça. Je te signale quand même que depuis 2019, cette loi existe. Donc 2019, c'était bien avant les prochaines échéances. Là, vous étiez au courant de cette loi, c'est en tout cas ce que vous avez dit. Vous êtes conscient que le fait de ne pas appliquer cette loi laisse des gamins à la porte de la cantine, puisque vous avez parlé d'appel d'air. Et aujourd'hui, malgré notre intervention, vous continuez à persister dans des considérations qui ne placent pas la pauvreté où elle est. Toujours est-il que ton équipe a attendu maintenant pour faire cette proposition. Donc effectivement, moi je le répète, je dis à mes collègues, attention, à 6 mois des élections, on se doit d'avoir un minimum, enfin même un maximum d'intégrité, faire très attention à ce qu'on fait. Attention aux pauvres. Non, mais tu nous fais tenir des propos qu'on n'a jamais tenus. Ah bah attends, tu n'étais pas à certaines réunions, hein, je te Ce que signale. tu cites, j'aimerais juste que tu dises, quand tu les as entendus, il a bougé. Ah, les appels d'air, on les a entendus ici. Ici, en réunion, le 28 octobre. Oui, que craignait l'appel Le d'air. 28 avril. Et ensuite, vous pensez pour nous, c'est bien, merci, mais laissez-nous penser. Des fois, c'est peut-être normal. Nous, on ne pense pas pour vous, je vous signale, d'accord? Et puis, c'est de faire juste France un tout petit peu aux travailleurs sociaux, aux CCAS et autres, puisqu'on a un outil qui nous permet de suivre justement les familles en difficulté, et que Virginie, qui préside ce CCAS, porte un soin très attentionné à tout ce qui peut se passer et au soutien qu'on peut donner à toutes les familles qui sont en difficulté. Non mais. Donc, mais c'est ton point. Voilà. Ouais, mais mon point sur CCAS, j'y suis depuis peu de temps. Mais quand on parle des sommes là, que vous bloquez délibérément, c'est 50 000 € par an. Le CCAS, tu sais combien il a donné? Il a accordé d'aide, juste un exemple que j'ai en tête, sur les 2 mois et demi, les 2 mois et demi les 2 premiers mois et demi entre le 1er janvier et le 10 mars, 660 €. Mais on n'a pas de demande. On n'a pas de demande. Mais parce que les gens ne. Mais on sait bien qu'il y a des difficultés à faire des demandes quand on est dans la pauvreté. Regarde le nombre de demandes de RSA qu'il y a par rapport au nombre de gens qui pourraient y prétendre. Et pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés administratives, mais il y a en même temps la honte de demander des aides et non pas en profiter. Faire tenir des propos et des positions qui ne sont pas les nôtres.
Donc point. Moi, je Donc, te restez dans votre idée. les propos qu'on tient, on les a raisonnés, on les a réfléchis, et ils sont bien dans Non, mais vous réfléchissez beaucoup, nous on réfléchit pas. Et on Non. Ok, On ne peut pas passer, on peut pas passer. Non, mais il faut pas évacuer les problèmes juste avec des phrases toutes De toute façon, simples. C'est pas des phrases toutes faites, hein. C'est comme ton chapitre sur les familles immigrées monoparentales ou autres, il est dégueulasse, sincèrement. Parce que les utiliser pour faire ça, c'est dégueulasse. Parce que moi, je suis issu d'une famille immigrée, monoparentale, une mère arrivée ici à Ugine, 4 enfants, 0 €, pas de travail. J'ai pas eu la cantine à 0 € et pourtant aujourd'hui, je la remercie, je mange bien, les enfants mangent bien, mais on s'en est sorti grâce, c'est vrai, beaucoup à l'aide de la mairie, mais dans un tout autre contexte. On l'a aidé à trouver un travail, on l'a aidé, non mais c'est vrai, on l'a aidé à trouver un travail, on l'a aidé à inscrire ses enfants-ci, ces enfants-là, à s'en sortir. Je fais pas le Et à procès de s'intégrer. famille. Attends, je finis s'il te plaît, parce que tu veux parler d'immigration, tu veux parler de famille monoparentale. Moi je sais ce que c'est. Et au fait, là où on y a gagné, c'est qu'on nous a aidé à nous intégrer et du coup à nous élever socialement. Et c'est là où on nous a aidés. Parce que le chèque en blanc ne nous aurait pas aidé. Ouais. Parce que le problème, c'est que si le prochain Ouais, le le chèque en blanc, ben, j'aurais pas pu se manger. Je signale uniquement dans la déclaration. J'en parlais, elle arrive en 90, hein, ma mère. Donc il le sait aussi. Hein. Mais je fais pas le Vous procès de saviez très bien famille. les Je aides que comprends. vous donniez à l'époque. Vous saviez la politique que vous meniez à l'époque, c'est exactement celle qu'on mène aujourd'hui. Et viens pas me dire qu'elle ne marche pas, puisque j'en suis un produit pur et dur. Mais dis donc, quand je fais état de l'immigration, ou des familles monoparentales, mais je fais pas état également des bas salaires, donc le reste, de la précarité, tout ce que la société crée et qui fait que ça engendre de la pauvreté. Je vise personne, hein, moi. Je vise personne. Je fais un constat global. Je connais pas ton histoire. J'ai pas envie de faire un procès de qui que ce soit autour de la table. Hein. Bien. Des compréhensions, des oppositions, des oppositions, des abstentions. Merci. On voit ceux qui pensent. Alors, la délibération numéro 15, il convient de réviser ensemble les tarifs de l'espace jeunesse applicables à partir du 1er septembre 2025. Je ne sais pas si on a un tableau. Non. Ça a été vu en commission et au secteur jeunesse, les tarifs applicables, c'est un taux de prise en charge par la famille en fonction de l'activité. C'est un taux de prise en charge en fonction de son coefficient familial et il varie, le montant varie en fonction du coût de l'activité, tout simplement. Très bien. Des questions? C'est bon. Des oppositions? Attends, je veux quand même intervenir. Là, on a bien vu que la tarification dépendait du coefficient familial et c'est une bonne chose. C'était pour revenir à la précédente délibération où c'était possible d'améliorer la situation parce qu'on avait des possibilités d'aide. Donc voilà. Donc pour bien vous faire comprendre que notre vote sur les différentes délibérations a cette logique-là. Très bien, merci. Des oppositions, des abstentions, merci. Oui, dans cette délibération, on nous propose de voter les tarifs qui seront appliqués dès la rentrée pour le centre socioculturel. Donc vous avez eu les différents tableaux en commission, vous avez pu les découvrir. Juste, il y a quelques hausses qui sont pas très importantes, mais ça suit aussi le cas des séances proposées d'activité. Donc on est sur des augmentations entre 0,10 et 0,40, le maximum centimes d'euros d'augmentation dans les différentes séances. Mais il y a beaucoup de choses qui sont maintenues, et notamment les sorties familiales, où il y a le coût de transport qui est aujourd'hui beaucoup plus important. Donc du coup, c'est des augmentations qui suivent le cours de la vie. Voilà. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Très bien. Agnès. Alors, cette délibération, elle porte sur la convention d'un partenariat avec François de la Verrière dans le cadre de sa résidence artistique. Donc, c'est dans le cadre de la programmation en fait, des expositions Ecurios. L'objectif, c'est de faire une résidence
avec François de la Verrière sur 2025 avec une restitution de son travail qui sera faite en 2026. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. Sophie. Alors, il s'agit d'une délibération concernant les demandes de subventions pour le Festival des univers numériques qui aura lieu en février 2026. Qui est un événement biennal mettant à l'honneur les arts numériques en partenariat avec de nombreuses structures culturelles et artistiques du territoire. Et donc, il convient, pour assurer la réalisation de ce projet, de demander des subventions les plus nombreuses, les plus importantes possibles. Voilà, auprès des organismes compétents. Merci. Des questions? Non, oui, mais simplement, j'ai pas eu le temps de regarder. L'année dernière, on a eu combien de retours de subventions pour le festival? Il y a 2 ans, oui, mais il y a 2 ans. Et il y avait des choses très impressionnantes. 2 ans déjà. Tous les 2 ans. Avec les arbres fondus. C'est-à-dire c'était en janvier 2024, oui, il y a 18 mois. Ouais. Donc on a eu un retour de... on a eu des subventions, oui, du département et de la région. Oui, mais à peu près quel montant? C'était 5 000 € chaque... Ouais, 10 000 €. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on demande davantage. Mais cette année, on a intégré le coût de personnel de la DPJ, après les fois précédentes, pour valoriser davantage le projet. Deuxième question qu'on se posait, c'était combien de personnes généralement sont touchées en moyenne par le festival numérique? Alors, vous auriez dû me poser cette question en commission. Là, je n'ai pas les chiffres en tête. C'est-à-dire que le festival, il a lieu sur 4 jours en réalité, avec de nombreuses actions culturelles, éducatives et culturelles, on en parlera lors de la prochaine délibération. Donc il y a à la fois du grand public, des ateliers grand public le mercredi, des séances et des parcours proposés à tous les établissements scolaires du territoire, et là ça représente énormément de monde, pas loin de